Chaque famille a un centre de gravité, une personne autour de laquelle tout le reste gravite, dont l'opinion façonne la pièce avant même qu'elle parle, dont l'approbation vaut plus que tout autre dans le système familial, dont la désapprobation, exprimée ou simplement suggérée, peut faire taire une conversation, annuler un plan ou faire sentir un adulte comme un enfant en une fraction de seconde. Dans beaucoup de familles, ce centre de gravité est une grand-mère. Pas le genre chaleureux, pas celle qui prépare les repas du dimanche et aime sans condition. L'autre genre, celle qui aime, sincèrement, à sa manière, mais dont l'amour a toujours été accompagné de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne peut pas nommer directement dans la famille, mais que tout le monde ressent. Aujourd'hui, nous allons parler de la grand-mère toxique, pas comme une méchante, pas comme une caricature, mais comme l'une des figures les plus complexes psychologiquement dans les systèmes familiaux. Une femme qui, dans bien des cas, a construit toute l'architecture émotionnelle que ses enfants ont héritée, et dans laquelle ses petits-enfants sont nés, et qui le fait depuis si longtemps que plus personne dans la famille ne peut le voir clairement. Parce que quand le dysfonctionnement devient la météo, on cesse de remarquer la météo. Dans cette histoire, elle s'appelle Madeleine. Elle a 73 ans. Elle a 2 enfants, une fille, Sylvie, et un fils, Bertrand, et 5 petits-enfants. Elle est le centre de cette famille depuis plus de 40 ans. Pas par la force, mais par quelque chose de bien plus efficace. De l'extérieur, Madeleine ressemble à la dévotion incarnée. Elle se souvient de chaque anniversaire. Elle appelle chaque dimanche. Elle cuisine pour chaque réunion. Elle a sacrifié. Et elle vous rappellera doucement, précisément ce qu'elle a sacrifié, pour qui et à quel prix. Ce que la famille n'arrive pas à dire clairement, c'est le poids de ce sacrifice, la façon dont il s'impose, la façon dont il n'arrive jamais seul. Parce que chaque acte d'amour porte quelque chose avec lui, un souvenir discret, un rappel subtil, une phrase jamais complètement dite mais toujours comprise. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que tu me dois. Les petits-enfants ont appris les règles sans qu'on les leur enseigne. On l'appelle en premier pour les bonnes nouvelles. Sinon, elle est blessée. On l'inclut dans des décisions qui ne sont pas les siennes. Sinon, elle se retire. On ne la contredit pas en public. Sinon, les conséquences arrivent plus tard, discrètement, mais efficacement. Un silence qui dure plusieurs jours, une remarque transmise par votre mère, un souvenir vieux de 10 ans. Ramené exactement au moment où il fait le plus mal. L'aînée des petits-enfants, Élise, a dit quelque chose qui résume tout. Elle a dit « Nous connaissions tous les règles. Nous ne savions juste pas que nous les connaissions jusqu'au jour où l'un de nous en a brisé une. » La psychologie noire appelle cela le contrôle de culpabilité multigénérationnelle. Et c'est l'une des formes de manipulation les plus puissantes. Parce qu'elle ne ressemble pas à de la manipulation. Ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à de l'attention. Ça ressemble à une famille. Mais en dessous, ça fonctionne comme un système de dette émotionnelle, un registre invisible, mais toujours présent. Dans une famille saine, l'amour est donné librement. Dans ce type de famille, l'amour est enregistré, suivi, rappelé, utilisé. Et la personne au centre n'a jamais besoin de donner des ordres. Elle ne dit pas « fais ça ». Elle ne dit pas « tu dois ». Elle utilise quelque chose de bien plus puissant. Elle est blessée. Et ce sentiment fait tout le travail à sa place. Parce que vous l'aimez, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a sacrifié, parce qu'on vous a répété toute votre vie combien elle a donné. Alors vous vous adaptez, vous l'incluez, vous changez vos plans, vous lui donnez ce qu'elle veut sans qu'elle ait besoin de le demander directement. Voilà le système, invisible, efficace, auto-entretenu, et il façonne chaque génération différemment. Sylvie, la fille, est devenue la gardienne du système. Elle apaise chaque conflit, traduit chaque tension, protège ses enfants de ce poids tout en le portant elle-même. Elle a abandonné des parts de sa vie, si progressivement qu'elle ne le perçoit plus comme une perte, mais comme de l'amour. Bertrand, le fils, a choisi la distance. Pas de façon brutale, pas visible, mais lentement, avec précaution. Il appelle, il rend visite, il participe, mais juste assez pour maintenir l'équilibre.
Il a construit une vie hors de portée, et il vous dira en silence que cela lui a coûté plus qu'on ne le pense. Et puis, il y a Élise, la 3e génération. Élise n'a pas vu le système au début. Elle en a ressenti les effets. Elle ne savait pas dire non. Elle se sentait coupable sans raison. Elle donnait trop. Elle portait des émotions qui n'étaient pas les siennes. Il lui a fallu 11 mois de thérapie pour comprendre d'où cela venait. Sa thérapeute lui a dit quelque chose qui a tout changé. La culpabilité que vous ressentez ne vient pas de votre vie actuelle. On vous l'a donnée avant que vous puissiez la remettre en question. Vous avez appris que l'amour a un prix et vous le payez depuis toujours. Alors comment guérir de quelque chose comme ça? Pas un événement, pas un moment, mais toute une atmosphère. La psychologie noire n'offre pas de réponse simple, mais elle donne une direction. La première étape est la prise de conscience. Comprendre que la culpabilité n'est pas toujours la vérité. C'est un conditionnement. La deuxième étape est la séparation. Pas de la personne, mais du système. Vous commencez à réagir différemment, même si elle ne change jamais. Et la troisième étape, c'est le deuil. Le deuil de l'amour que vous auriez voulu recevoir. Simplement. Sans poids, sans dette, sans condition. Élise a dit quelque chose à la fin qui m'est resté. Elle a dit « je l'aime » et je la vois clairement. Et ces deux choses ne sont pas opposées. Je peux l'aimer et choisir de ne pas devenir le produit du système qui m'a façonné. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous grandi dans un système comme celui-ci? Pas forcément une grand-mère, un parent, une tante, une figure dont l'amour semblait à la fois réel et lourd. Dites-le moi en bas, parce que le nommer est la première étape pour s'en libérer. Abonnez-vous pour la série 2. La semaine prochaine, une autre forme de trahison, une autre histoire, qui changera votre façon de voir l'amour et les schémas que nous répétons sans le savoir. À très bientôt.